Bon après-midi, mesdames et messieurs. Les obstacles sont ces choses que vous voyez lorsque vous perdez l'objectif de vue. Il est 13h à Balamba, c'est dans le Mbam Inugu. Bienvenue à l'édition consacrée à la mi-journée. Voici les titres. Infanticide à Bafang, âgé d'1 an 5 mois, un enfant disparaît du domicile familial dans le village Bathieu, arrondissement de Bafang. Ce dernier est retrouvé mort dans un cours d'eau non loin du domicile familial. Une enquête est ouverte pour retrouver le coupable de ce meurtre. Dialogue national, les consultations se poursuivent à l'immeuble Étoile. Dans ce journal, au-delà des réactions après consultation, nous aurons la proposition d'une coalition par la société civile, mais aussi la rencontre consultative de la diaspora vivante en Allemagne. En sport, Coupe du monde volleyball, une nouvelle défaite des Lions du filet face à l'Argentine qui entretiennent toujours beaucoup d'espoir. La bande Amona Laetitia a mené 2-7 à 0 avant de perdre dans le Golden Set 2-3. Dans ce journal, Aimé Moukoko et notre envoyé spécial Thierry Camto nous ferons revivre la rencontre. Une fois de plus, bon après-midi, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal avec ce fait divers. Un corps d'un bébé d'1 an 5 mois disparu au domicile familial dans le village Bathieu, arrondissement de Bafang, est retrouvé le soir dans un cours d'eau à 200 mètres du domicile alors que la sœur aînée était partie puiser de l'eau. Une enquête est ouverte pour retrouver la cause première de ce crime. Kéouf et Bousseux pour les détails. Les populations du village Bathieu dans l'arrondissement de Bafang sont depuis ce matin du 23 septembre 2019 dans l'émoi et la consternation. La raison de cette situation est le décès tragique de la petite Poumeni Blanche Merveille, âgée d'1 an 5 mois et dont la dépouille est retrouvée dans un cours d'eau du village. Le fil de cette histoire macabre est retracé ici par la tante de l'enfant et les jeunes ayant découvert sa dépouille. Je suis revenue, j'ai habillé leur grande soeur qui fait la cire. Et elle est partie, en partant à l'école, je suis partie puiser de l'eau pour les laver. Parce que ma mère devait revenir pour qu'on parte en ville avec eux. À mon retour, je ne vois plus l'enfant. La population a donné l'idée qu'il faut qu'on fouille le cours d'eau qui est à côté de la maison. Bon, nous sommes tombés en bordure de l'eau pour chercher l'enfant. Bon, près de 200 mètres de la maison, c'est là où on a retrouvé l'enfant. Alerté, le commandant de Bapoucha-Nithieu a effectué une descente sur les lieux, non sans avertir le procureur de la République et le médecin légiste qui a livré les premiers constats après un examen préliminaire du corps. Après avoir examiné le corps de ce nourrisson, donc tous les éléments en fait de cet examen sont en faveur d'une mort d'origine criminelle parce qu'il n'y a aucun signe de noyade. Telle une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue et malgré les intempéries, c'est une marée humaine qui s'est retrouvée au lieu de la scène. Et le commandant de Bapoucha-Nithieu de rappeler les dispositions légales en pareille situation. Nous avons reçu dans notre unité M. Yitemben, résident au quartier Bathieu. Alors ce monsieur nous déclarait la disparition de sa fille âgée d'1 an 5 mois, dont les circonstances n'étaient pas encore déterminées. Au moment de quitter les lieux, il était recommandé à la famille de déposer la dépouille de l'enfant à la morgue pour complément d'enquête afin de lever l'équivoque sur cet autre décès. National, les leaders d'opinion portent leurs propositions en vue du dialogue national. À Keremouna s'inquiète de l'issue de cette rencontre, évoquant des préalables qu'il n'a pas rendus publics. L'UNDP, pour sa part, souhaite l'admission générale des leaders anglophones. Le point sur les audiences de cette mi-journée au cabinet du Premier ministre à Yaoundé, c'est avec Bran Kamga. Bonjour Bran Kamga.
Bonjour Robert. Contrairement aux diplomates tels qu'annoncé hier, ce sont plutôt les leaders d'opinion qui viennent apporter leurs propositions au Premier ministre depuis ce matin. Premier invité de Joseph Diongouté, le journaliste Éric Tindé qui est venu apporter sa proposition pour la réussite du dialogue national. Que la majorité, dans le fond, dans ce pays, sorte de ce dialogue avec l'impression que quelque chose d'historique s'est passé. On a repris en quelque sorte, n'est-ce pas, le défi que l'unification avait posé et que désormais il y aura un nouveau Cameroun qui va sortir de ce dialogue, même si c'est dans les esprits, mais il le faut absolument. Deuxième invité, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès porté par son président national Bello Bouba Maïgari, par ailleurs ministre du tourisme et des loisirs. 3 propositions au Premier ministre, notamment l'invitation formelle des groupes actifs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au dialogue national avec la garantie que leur sécurité sera assurée. Nous souhaitons, et nous l'avons dit à M. le Premier ministre, que cette inclusion aille le plus loin possible, dans le respect des lois de la République. C'est-à-dire que les groupes connus aujourd'hui, qui sont très actifs sur le terrain ou dans les médias, puissent, dans la mesure du possible et dans le respect des lois de la République, être convoqués, invités à ce dialogue. L'UNDP propose entre autres l'amnistie des leaders anglophones détenus dans le cadre de cette crise et bien sûr la décentralisation. Troisième invité, Akere Mouna, leader du mouvement Nord et président de la plateforme pour la Nouvelle République. Ce dernier reste un tout petit peu sceptique sur la tenue de ce dialogue national. Je pense que il est très difficile amorcer le dialogue quand les gens se posent des questions sur la nature de ce dialogue. Un dialogue est la fin d'un processus par lequel les gens sont prêts à discuter. On dit souvent, 2 hommes qui se disputent, c'est 2 hommes qui n'ont pas discuté. Je pense qu'il est essentiel qu'avant qu'on ne s'asseye, il y a certains préalables. Attendu cet après-midi même, notamment les membres de la task force du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et bien sûr les personnes handicapées qui viendront donc faire leurs propositions pour la bonne tenue de ce dialogue national. Depuis les services du Premier ministre Bran Kamga Samuel Bounis pour le 13h. Merci Bran Kamga. Toujours dans le cadre du dialogue national, la contribution de la société civile se fait ressentir au nom de la coalition de la société civile pour la paix, les droits de l'homme et la démocratie. Le professeur Justine Difo a présenté l'apport de cette dernière. C'était le temps d'un point de presse à Yaoundé où ont assisté nos reporters Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. Les membres de la société civile font bloc pour le grand dialogue national. Autorités traditionnelles, religieuses, personnes de petite taille et autres albinos réunis sous la bannière de la coalition de la société civile pour la paix, les droits de l'homme et la démocratie apportent leur contribution au grand rendez-vous du 30 septembre au 4 octobre prochain. Cette coalition a tenu à s'adresser aux différentes strates de la société. À l'attention du gouvernement de la République, la coalition sensibilise le gouvernement à poursuivre la mise en place des conditions favorables au succès du dialogue national, notamment par la prescription des mesures d'apaisement pour garantir le bon déroulement du grand dialogue et la réconciliation nationale. À l'attention des acteurs politiques et des leaders d'opinion, la coalition encourage les élus du peuple à prôner l'intérêt du citoyen dans la recherche des solutions pérennes et les engageant à assurer le suivi de la mise en œuvre de toutes les résolutions consensuelles qui seront validées pendant le grand dialogue national. La coalition appelle les partis politiques à jouer leur rôle de socialisation, notamment en mobilisant les citoyens autour des valeurs
de réconciliation, de justice et de paix. Au nom de la coalition constituée d'une trentaine d'institutions, le professeur Justine Difo invite également la communauté internationale à poursuivre les efforts engagés dans le processus de pacification du Cameroun. C'est la quintessence du point de presse de ce 23 septembre à Yaoundé. Un événement soutenu par la coordination du système des Nations Unies. Parlons toujours de dialogue social, mais cette fois-ci avec la diaspora en Allemagne. La communauté camerounaise s'est retrouvée autour de leur ambassadeur pour élaborer les propositions à transmettre au Premier ministre. Même si tous les groupes sociopolitiques n'ont pas pu s'exprimer, tout a débuté par de véritables échauffourées, comme nous le montrent Yvonne Katiken et Guy Fotso. Au départ, on a cru vivre une rixe. Quelques minutes de perturbation, les voix s'élèvent. Puis, la situation est très vite maîtrisée par l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne. Jean-Marc Mpaye a regroupé la diaspora camerounaise résidente en Allemagne pour recueillir leurs propositions de sortie de crise pour le dialogue, le grand dialogue annoncé au Cameroun. Il y a eu un peu de dégâts, mais tout se passe dans de bonnes conditions et qu'à la fin, chacun a pu donner ses impressions pour l'avenir de notre pays. Il y a un dialogue alors qu'il y a des personnes en prison. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés. Aujourd'hui, la causerie à l'ambassade s'est tenue dans un méli-mélo. Plusieurs regroupements sociopolitiques présents sur le sol allemand ont remis leurs propositions à l'ambassadeur Jean-Marc Mpaye. Et aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement de ce long procès. Et il faut aussi dire quelque part que le discours du chef de l'État, on était agréablement surpris et content de ce discours parce qu'il est dans la même ligne que nous. Et le chef d'État, toujours comme un visionnaire, un sage, a su trouver les mots. Nous sommes satisfaits malgré les petits désagréments qu'il y a eu au début, mais c'est tout à fait normal. C'est ça le dialogue. On est là pour écouter, pour s'écouter, pour prendre les avis des uns et des autres. Même si on n'est pas d'accord, à la fin, on trouve toujours un consensus, un terrain d'entente. Et pour nous aussi, en tant que 11 millions de citoyens en Allemagne, c'était l'occasion de se retrouver ici pour aussi apporter notre voix. Au terme de ces échanges profonds et cordiaux, il se dégage un air de satisfaction chez les parties prenantes. En santé, les Camerounais sont de plus en plus exposés aux maladies cardiovasculaires. Le taux de prévalence est de 47%. Les victimes se recrutent chez les vieux et de plus en plus chez les jeunes. À quelques jours de la célébration de la Journée mondiale du cœur, la Société camerounaise de cardiologie appelle chaque individu à adopter un comportement sain et à pratiquer beaucoup d'exercices physiques. Lille Pidjouf et Henri Tanon pour plus de détails. Les maladies cardiovasculaires sont en nette progression au Cameroun. Que l'on soit jeune ou vieux, elles n'épargnent personne. La prévalence des maladies cardiovasculaires, notamment la prévalence de l'hypertension artérielle au Cameroun, elle est bien connue. Elle varie entre 35 et 47%, avec une moyenne environ de 37% pour la population adulte. Et en milieu scolaire, cette prévalence tourne autour de 19 à 20%. Ce constat préoccupant est favorisé par l'abandon des réflexes simples. Les gens font moins d'exercice physique. Les gens n'ont pas le temps de rentrer manger à la maison, donc alors ils se contentent de manger en ville et des nourritures qui sont souvent trop salées, trop grasses. Tout ça contribue à la survenue et à l'entretien des maladies cardiovasculaires. Pour protéger notre cœur et éviter un environnement qui expose aux maladies cardiovasculaires, l'accent est mis sur la prévention. Ne pas fumer, l'activité physique, éviter la sédentarité, perdre du poids. À l'occasion de la Journée mondiale du cœur, qui se célèbre ce 29 septembre sous le thème « Mon cœur, ton cœur », la Société camerounaise de cardiologie exhorte chaque individu à adopter des comportements sains qui éloignent de lui l'AVC, l'infarctus.
25 organisations de producteurs agropastoraux du Dia et Lobo et de l'Anvila ont reçu un peu plus de 130 millions de francs pour booster leur exploitation. C'est dans le cadre de la première tranche d'un soutien important pour ces producteurs encadrés par des conseillers dont les projets ont été éligibles au guichet PCP ACFA. Ambroise Foguet pour plus de détails. Aphorisme de gaieté de Seigneur de la Terre. Comme 25 autres organisations de producteurs venus du Dia et Lobo et de l'Anvila, GIC Entente de Bichili, le groupe d'initiative commune de cacaoculture que dirige Paul, vient de recevoir de l'argent pour booster son projet d'investissement productif. Je produis 28 sacs par an. Je suis sûr que quand j'aurai cet argent, je vais produire peut-être 80 sacs sans mentir, parce que j'ai une plantation de 5 hectares. Un peu plus de 132 millions de francs CFA, le montant global distribué au cours de cette autre cérémonie, co-présidée par les délégués Minader et Minepia, à travers le programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agro-pastoral PCP-ACFA, sous financement CDD de 3e génération. Les fichiers actualisés présentent 591 groupements de producteurs et 15 organisations socio-professionnelles agro-pastorales, encadrés par 131 conseillers et déjà financés. Les producteurs des 4 départements de la région du Sud bénéficient du programme depuis sa phase pilote en 2008. Plus de 2 milliards de francs CFA pour accompagner 682 projets en 11 ans. Il n'y avait aucun aviculteur qui fournissait des produits de déchets à Bolova. Il n'y avait aucun accouveur qui venait vendre ses poussins de jour à Bolova. Il n'y avait aucun vendeur d'intrants avicoles qui était à Bolova. Aujourd'hui, allez n'est-ce pas, sur la place de Bolova, vous allez trouver plusieurs vendeurs n'est-ce pas, d'intrants agricoles, plusieurs vendeurs n'est-ce pas, de poussins d'un jour. Et sur la place n'est-ce pas, de Bolova, il y a rarement quelqu'un qui va aller chercher n'est-ce pas, le poulet n'est-ce pas, à Yaoundé. Le programme de consolidation et de pérennisation du Conseil agro-pastoral PCP-ACFA a permis la promotion de l'entrepreneuriat agricole, l'augmentation, la production et surtout la transformation dans les filières. Alors maintenant, découvrir ce village où les populations manquent presque de tout. C'est la triste réalité du village Pandambala, situé dans le Mbam Ekim. Les habitants qui vivent essentiellement de l'agriculture peinent à vendre les produits de leur récolte, faute de route. Le chef là-bas appelle une nouvelle fois le gouvernement camerounais à l'aide. Le récit est signé de Vanessa Kamdem-Mela. Pandambala, l'un des villages les plus enclavés de l'arrondissement de Bangassina. La population manque d'électricité, d'eau potable, de routes et même de centres de santé, ce qui rend la vie pénible. Nous avons les difficultés d'évacuer nos produits. Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas de point d'eau. Un village comme Pandambala n'a pas un point d'eau. L'école, je venais de donner à la mairie un terrain pour l'école. On vient de construire une école publique il y a 3 ans que cette école existe. Dans cette école, il n'y a pas d'eau. Nous n'avons pas de pont. Tous les ponts sont cassés. La cacaoyère communale a été abandonnée depuis plus de 3 ans. Pour survivre, les femmes se sont lancées dans la culture du manioc malgré ces difficultés. Les difficultés que nous rencontrons ici là sont tellement nombreuses puisqu'on ne peut pas tout citer. Il y a d'abord les feux de brousse. Moi particulièrement, il y a une partie de mon champ qui a été ravagée. Les activités économiques se déroulant principalement au marché de Bangassina, situé à environ 7 km d'ici, ces paysannes sont contraintes d'user de stratagèmes. On voit la moto, on consigne pour jeudi ou samedi pour qu'on vienne transporter. Si tu ne consignes pas la moto, tu cales là avec ta marchandise ou tu portes sur la tête. Ce petit village du département du Bam-Ekim attend désespérément depuis des décennies l'action gouvernementale qui viendra améliorer sa situation. En sport, volleyball mondial 2019, Cameroun-Argentine, une nouvelle défaite des Lions indomptables, mais qui entretiennent l'espoir car la bande à Mona Laetitia, la meilleure attaquante des Verts jaunes, a mené de 7-0 avant de perdre dans le Golden Set. Le retour sur ce match qui s'est déroulé ce matin au Japon avec Aimé Moukoko et notre envoyé spécial Thierry Camto.
Le Cameroun arrache son deuxième point du mondial volleyball dames Japon 2019 dans une rencontre palpitante, soldée en 5-7. 25-21, 25-20, les deux premières manches sont une montée en puissance des Lions indomptables du filet, portés par l'incontournable Moma Bassoko Laetitia, Estelle Adiana, Simone Bicatal et Stéphanie Fotso, nos principales artilleuses, au-dessus de la défense de l'Argentine, le deuxième pays de l'Amérique du Sud. L'Argentine trouve les ressources nécessaires pour remonter le score dans la troisième manche, 20-25, avec de grosses irrégularités d'arbitrage relevées par le Cameroun. Le Cameroun coince et c'est le score idem qui permet à l'Argentine d'égaliser à 2-7 partout. Comme un mauvais cauchemar, la bande à Christiana Nachunjan perd le Golden Set 12-15 au bout d'un match techniquement relevé avec 66 attaques au total pour le Cameroun, 7 blocs gagnants, 3 services gagnants, mais 23 fautes directes en la faveur de l'adversaire. Ça fait plaisir de savoir que l'équipe progresse au jour le jour. Ça, c'est notre objectif premier quand nous venons dans une rencontre, faire en sorte que l'équipe puisse développer son jeu. Ça a été le cas aujourd'hui dans tous les compartiments de jeu. Nous voyons une nette amélioration au niveau du service, au niveau du bloc, en défense, au niveau des attaques, c'était vraiment super. Pour les statistiques individuelles, Laetitia Momad récolte 23 points à elle seule, suivie des 14 unités d'Adiana Esther, 13 points de Bicatal Simone. Stéphanie Fotso, elle, enregistre 3 blocs gagnants, en plus de ses 11 points pour le Cameroun, malheureux perdant de cette 8e journée du championnat du monde. Quittons le volet, parlons de toute autre chose. En l'absence d'un membre, ils font tout de même face à leur handicap et vont en Angola défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations des personnes amputées le 2 octobre prochain. Anguille sous roche, aucun soutien, conditions de vie misérables. Le voyage pour aller défendre les couleurs nationales hypothéquées à cause d'un manque de sous. Les lions indomptables amputés ne savent plus à quel sein se vouer. Rachel Bassegiegna et Ferdinand Gemna pour plus de détails. Ils revêtent les couleurs vertes, rouges et jaunes, symbole de l'appartenance à leur pays qu'est le Cameroun. Ils sont handicapés et représenteront avec honneur la nation à la Coupe d'Afrique des Nations des personnes amputées le 2 octobre prochain en Angola. Mais alors, qui sont-ils? C'est une association de personnes qui ont été amputées de membres, qui se sont retrouvées autour d'une même passion qui est le football, pour partager un moment de solidarité. 120 joueurs dénombrés sur toute l'étendue du territoire. 25 minutes x 2 pour 7 joueurs sur le terrain. Ces athlètes entrés en stage bloqués depuis près d'un mois vivent dans des conditions de précarité qui se montrent à dessein. Et ce, en dépit des demandes de soutien sans suite qu'ils ont fait au Premier ministère, au ministère des Affaires sociales et à leur ministère de tutelle, le ministère des Sports et de l'Éducation physique. On a déjà essayé de lancer les demandes dans tous les ministères et puis ça n'aboutit pas, vous connaissez comment ça marche. Et on a décidé de prendre les choses en main, on utilise les contacts que nous avons. N'eût été certaines aides de bonne volonté, les lions indomptables ne voient toujours pas le bout du tunnel et lancent un cri. J'implore le gouvernement camerounais de vivre cette CAN. Nous avons tellement de difficultés parce que nous avons ces capacités-là. Nous avons dégagé le football que nous avons gardé en nous hier et nous sommes en train de développer cela. Nous attendons des maillots, des béquilles, des godasses, des concretibias. Pourquoi pas des bouteilles d'eau à boire. L'ultime départ, prévu pour le 28 septembre prochain, et une somme de 9 millions de francs CFA nécessaire pour ce dernier. La Team Computi a besoin de tous pour représenter pour la première fois le Cameroun à leur Coupe d'Afrique des Nations, Angola 2019. Toujours en football, dans le cadre de la préparation des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 en vue de la nouvelle saison, Emedia vient d'organiser à leur intention un tournoi de pré-saison dénommé tournoi Fair Play B Panda Info. La compétition qui se déroulera pendant 5 jours a été présentée lundi dernier à Douala par son promoteur. Ils prendront part Union de Douala, New Star de Douala, Bambutos de Bouddha et la Dynamo de Douala, pour ne citer que celle-là. Les précisions sur cet élément avec Marc Chouamou et Luciano Diaco. Avant la reprise des championnats professionnels, place tout d'abord au tournoi de pré-saison. C'est dans l'optique de mieux préparer les clubs de la ville de Douala
que le patron du média en ligne, Bepanda Info, a mis sur pied le tournoi Fair Play. Face à la presse ce lundi, aux côtés des dirigeants et représentants des clubs invités, le promoteur s'est confié sur ses motivations. Je me rappelle quand j'étais encore tout petit, j'allais souvent vivre les entraînements de Dynamo, Caïman, Oris, Léopard et Union de Douala. Il y avait comme une symbiose entre les clubs basés dans la ville de Douala, mais depuis un certain temps, j'ai constaté que cette symbiose-là n'existait plus. Et d'où vient ma motivation de penser qu'il faut remettre autour de la table ces clubs. C'est le stade SICAM qui va abriter le tournoi de pré-saison dès mercredi prochain. 8 clubs sont invités: Union de Douala, New Star, Bamboutos de Bouddha, Avion FC Academy, Léopard, Dynamo de Douala et les clubs de division inférieure tels que Real Foot Academy, la Dream Team du coach Mbila et Dauphine Academy de Douala. Ce sont les tournois qui se font un peu en Europe. Je veux prendre le tournoi de Émiré qui se fait en Europe, qui regroupe les clubs comme Arsenal, comme Chelsea, comme Manchester, comme Real, comme Barcelone, comme Inter de Milan. Et donc, avoir cette idée est une magnifique idée dans l'optique de regrouper aussi les clubs de la ville de Douala. Ce tournoi nous permettra justement de juger du niveau de notre joueur, d'autant plus que nous sommes en préparation physique. Nous avons entamé déjà, nous sommes déjà à pratiquement 2 semaines de préparation et ce sera une sorte de baromètre pour pouvoir déterminer un peu où nous en sommes. 5 jours de compétition intense à vivre lors de cette première édition du tournoi Fair Play Bepanda Info. Coup d'envoi ce mercredi à 9h au stade SICAM de Douala. Quittons le football et parlons toujours en sport, cette fois-ci du handball et le tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Tokyo 2020. Les Lions toujours cloués au pays, faute de moyens à 48 heures de la compétition. Les pouliches de Serge Oguédé n'attendent que la réaction des autorités sportives camerounaises qui sont et restent toujours muets au sujet de leur déplacement. Les précisions avec Alex Nembe. Encore 48 heures et le coup d'envoi du tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Tokyo 2020 sera donné à Dakar au Sénégal, peut-être sans les Lions indomptables du Cameroun. Après plusieurs jours de stage bloqués avec à la clé des matchs amicaux contre certains centres de formation et équipes de la capitale politique camerounaise, notamment BTS et FAP de Yaoundé Dam, pour ne citer que celle-là comme sparring partner, les pouliches de Serge Guébogo se disent prêtes et n'attendent plus que les modalités pratiques de voyage. On a posé quelques difficultés, nous avons pu résoudre, nous avons eu des solutions pour résoudre ces difficultés que nous ont posé l'adversaire. Nous sommes aujourd'hui, je peux dire, prêts pour nous rendre à Dakar et défendre très honorablement notre patrie. Nous avons vraiment travaillé depuis le début et notre premier match en compétition sera contre le Sénégal. Ça va se jouer. Pour moi, nous allons gagner ce match-ci et seulement si nous donnons tout, nous faisons juste ce que les coachs nous ont appris à l'entraînement et nous appliquons les consignes des coachs. Ça va passer. Nous promettons la victoire et être première de nos copines. Et comme notre premier match nous joué face au Sénégal, nous promettons faire le meilleur de nous-mêmes, de donner le meilleur de nous-mêmes. Pour ce tournoi qualificatif sont attendus les 4 meilleurs pays du dernier championnat d'Afrique, à savoir le Sénégal, pays hôte, l'Angola, la République démocratique du Congo et le Cameroun. Au terme du tournoi, seul un seul pays validera son ticket des Jeux Olympiques Tokyo 2020. La deuxième meilleure équipe sera repêchée pour jouer un tournoi qualificatif mondial qui connaîtra la participation des représentants des autres continents. Reste plus qu'aux autorités sportives camerounaises de faire déplacer l'équipe qui voit déjà son moral s'entamer petit à petit alors que l'heure est à l'acclimatation. Samedi 21 septembre était une date clé pour l'environnement au Cameroun. Carrefour Market a mobilisé les élèves dans l'arrondissement de Douala 5e pour un vaste mouvement d'assainissement. Des tonnes d'ordures à l'occasion ont été collectées. Les détails avec Bertrand Kepchuan. Près de 10 tonnes d'ordures de toutes sortes ramassées en un temps record par les populations dans l'arrondissement de Douala 5e. Le World Cleanup Day, deuxième du genre, initié au Cameroun par Carrefour Market Bonamoussadi et l'association Let's Do It Cameroun, a mobilisé un grand nombre de jeunes volontaires ce 21 septembre 2019. Et ce projet est né il y a près de 11 ans en Estonie, le World Cleanup Day,
Au Cameroun, on l'a institué l'année dernière, 2018. Donc Carrefour permettait donc que le Cameroun soit inscrit sur la map. C'est une très belle initiative qu'on va continuer d'accompagner. On a des entreprises, des associations qui nous accompagnent. Équipés de gants, de cache-nez et de sacs à poubelle, les jeunes citoyens se sont lancés à l'assaut des déchets dans les artères de l'arrondissement de Douala 5e pour une ville plus salubre. L'environnement, c'est une affaire de tous. Nous devons nettoyer chacun chez nous. C'est vrai que c'est une journée spéciale, c'est le World Clean-up Day, mais il ne faut pas oublier que chaque jour, nous devons nettoyer. Je dois nettoyer chez moi, je dois nettoyer, mon voisin doit nettoyer chez lui, dans les bureaux on doit nettoyer, dans les écoles on doit nettoyer. L'on note cette année la participation de plus d'une dizaine d'écoles de la ville de Douala. Les élèves repartent satisfaits de leur rapport et de l'organisation. C'était vraiment joyeux, beaucoup de personnes ont apprécié. On a fait la propreté à partir de Bonamoussadi, dans certains, vers l'église. On a beaucoup marché, c'était bien, c'était merveilleux, c'était bien animé. Le World Clean-up Day 2019 a connu la participation de plus de 1000 personnes contre 700 l'année dernière. Les organisateurs ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Il y a d'autres activités qu'on appelle le Keep E-Plan qui se fait après cette activité mondiale qui consiste à mener des activités au niveau des quartiers, des arrondissements, des mairies pour continuer l'activité de sensibilisation, de conscientisation des populations et même les activités à mener au niveau des établissements scolaires. Événement mondial, le World Clean-up Day se déroule simultanément dans 165 pays à travers le monde, avec en Afrique l'appui des magasins Carrefour, Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun qui souhaitent toucher toutes les villes du pays lors des prochaines éditions. C'est avec cette réclame que nous fermons cette édition de la Muse Canada Internationale. Nous vous souhaitons de passer un très bel après-midi. Au revoir et à demain, s'il plaît à Dieu.